Je vais faire une présentation de différentes applications que j'ai réalisées durant mon doctorat et mon post-doctorat et là plus récemment à Montpellier. Donc de caractérisation des milieux souterrains par tomographie hydraulique et en particulier sur des milieux hétérogènes et très hétérogènes. Donc avant de faire la présentation de ces applications, je vais me présenter. Donc je suis Pierre Fischer, je suis docteur, j'ai soutenu ma thèse en 2018 à l'université de Rouen sous la direction d'Abdel Jardani et Nicolas Lecoq. Et donc avant de commencer mon doctorat, j'ai eu un cursus plutôt ingénieur, c'est-à-dire que je suis passé par une classe préparatoire aux grandes écoles BCPST. Et ensuite, donc, j'ai intégré pour 3 années les grandes écoles. Donc, j'ai d'abord intégré l'école d'hydraulique de Strasbourg, donc l'ENGES, et j'ai réalisé un double diplôme sur la dernière année en partenariat donc entre l'ENGES et l'école de géologie, l'ENLG à Nancy. Donc, je suis actuellement attaché d'enseignement et de recherche à HSM à Montpellier depuis septembre 2020. Avant ça, j'étais donc pendant 5 ans doctorant puis postdoctorant à l'UMR M2C de Rouen. Et pendant ma formation, j'ai déjà fait des stages en ingénierie, donc à l'Observatoire de la Nef d'Alsace, la PRONA, et dans un bureau d'études qui s'appelle IDEA en région parisienne. Et j'avais fait des stages recherche, un à l'Université de Galway en Irlande et un à l'UMR Géoressources à Nantes. Donc mon projet de recherche que j'ai commencé s'articule autour de la caractérisation spatiale des milieux souterrains, donc de proche surface, qu'on appelle la subsurface. Et pour réaliser cette caractérisation spatiale, je m'appuie sur un outil, un concept qui s'appelle la tomographie hydraulique. Donc, je vais revenir rapidement sur la tomographie hydraulique juste après, mais en gros, c'est l'association entre des réponses hydrodynamiques mesurées dans le milieu qu'on cherche à caractériser avec des techniques d'imagerie qui vont permettre justement d'imager et de caractériser spatialement les propriétés du sol. Donc, le but à terme de tout ce projet de recherche, ça va être donc de mieux simuler les écoulements dans la zone critique et d'un point de vue de recherche, de mieux comprendre ces écoulements et leur interaction. Donc, d'abord, je vais vous présenter le concept de tomographie. Et avant de présenter ce concept, je vous présente donc ce qui est habituellement fait quand on cherche à caractériser un milieu aquifère. Classiquement, c'est on pompe dans un puits, on va mesurer les réponses de rabattement à ce pompage dans d'autres puits. Ces réponses de rabattement vont être liées donc à un écoulement qui va avoir lieu entre le point de mesure et le puits de pompage. Et on va pouvoir interpréter, donc pour chacun des doublets pompage-rabattement, une estimation d'une propriété, par exemple la conductivité, qui va être une conductivité équivalente sur tout le trajet entre notre point de mesure et le point de pompage. Et donc, classiquement, ce qu'on fait, c'est des interprétations séparées entre les différents doublets de pompage et de réponse de rabattement. Donc, l'idée pour la tomographie hydraulique, ça va être non plus de faire un pompage, mais de multiplier les pompages, donc les sources de signal, dans l'ensemble des forages qu'on va avoir à disposition, et de mesurer les rabattements à chacun de ces pompages dans tous les autres forages. Donc l'idée ici, ça va être de multiplier les sources de sollicitation et de réponse dans un même milieu, et donc ça va multiplier en fait les types d'écoulement et les directions d'écoulement qu'on va solliciter. Et donc ça va permettre de mieux nous informer sur la spécialisation des propriétés hydrauliques du sol. Et donc le but de l'ensemble de cette caractérisation, ça va être de trouver un même champ de propriété, donc ici par exemple de conductivité, qui va être capable de reproduire l'ensemble de toutes les réponses mesurées aux différentes sollicitations qu'on va réaliser. Et du coup, on arrive dans un cas assez complexe, donc on n'a plus une réponse à analyser pour une source de signal, mais un grand nombre de réponses pour un grand nombre de sources de signal. Et donc, il va falloir avoir recours à un autre système que les solutions analytiques qu'on utilise couramment. Et justement, c'est là que vont intervenir les techniques d'imagerie et notamment le processus d'inversion. Pour réaliser la tomographie hydraulique, comme je vous ai dit, on va acquérir un grand nombre de données et on va les associer à un modèle physique. Donc ici, par exemple, je vais prendre un modèle physique qui va représenter les écoulements souterrains en milieu poreux, donc c'est l'équation de continuité avec les lois de Darcy. Et on va réaliser donc une inversion. Et l'inversion, ce qu'elle va faire, c'est chercher à trouver un champ, par exemple, de conductivité qui va être capable de reproduire l'ensemble des données qu'on a mesurées avec la physique d'écoulement qu'on va lui demander d'utiliser. Et donc, on va arriver à la fin, après ce processus d'inversion, à un champ de propriété pour pouvoir représenter les écoulements qu'on aura caractérisés à partir de la physique qu'on a choisie. Dans l'ensemble de cette méthode de tomographie hydraulique, il y a différents aspects sur lesquels on va pouvoir intervenir.
Moi, pour l'instant, dans mes travaux, je suis intervenu sur l'aspect données, c'est-à-dire quel type et quelle quantité de données on va intégrer dans notre tomographie pour pouvoir au mieux caractériser un milieu. Et je suis aussi intervenu sur la méthode d'inversion. Alors, il y a différentes méthodes d'inversion qui existent. La méthode d'inversion, c'est toujours un processus mathématique. Donc, en gros, il va juste essayer de trouver un champ de propriété qui soit capable de minimiser l'écart entre les données simulées et les données mesurées. Mais après, on peut quand même intervenir sur ce processus mathématique en essayant de contraindre, par exemple, la distribution des propriétés qu'il va essayer de trouver. Donc, en fonction des milieux qu'on va chercher à caractériser, on va essayer de contraindre la distribution des propriétés à être plus ou moins contrastée. Et enfin, il y a le troisième volet, donc le projet de physique d'écoulement, sur lequel je ne me suis pas trop posé de réelles questions scientifiques, mais que j'ai commencé à aborder plus récemment. Donc, je vais vous présenter donc 3 cas d'application de tomographie hydraulique que j'ai réalisés. Donc, commencer par des applications en proche surface, donc plutôt dans des milieux poreux, vraiment proches de la surface. Donc, 2 types de tomographie que j'ai réalisées. Une première qui est une caractérisation active, qui a eu lieu dans un milieu hétérogène qui était contaminé, donc qui est présenté dans un article qui est paru l'année dernière dans Hydrogeology Journal. Et c'est le fruit d'une collaboration donc, entre l'ADEME, le laboratoire M2C auquel je travaillais, et Valgo, qui est une entreprise de dépollution. Donc c'est un site contaminé, pas loin de Rouen, qui s'appelle Petroplus, et qui est vraiment à proximité de la Seine. Et sur ce site contaminé, donc moi j'ai travaillé juste sur une petite partie de 100 mètres par 100 mètres sur lequel on disposait de 13 forages. Alors sur cette partie du site, on avait un sol qui est principalement sableux à limoneux, mais avec quand même des parties, dans certains des forages, des parties de silex qui pouvaient atteindre jusqu'à 10 mètres d'épaisseur et dans lesquelles on avait des écoulements très rapides. Donc on avait quand même un contraste d'hétérogénéité qui existait sur cette petite partie du site. Alors la nappe était semi-captive, puisqu'on avait quand même un sol très limoneux au niveau de la surface, et on avait une forte influence de la marée au niveau de la piézométrie. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est caractériser les diffusivités au niveau de notre parcelle. Et pour ça, on a utilisé donc une méthode de quasi-Newton pour l'inversion. C'est une méthode de plus classiquement utilisée au niveau de l'inversion. Pour les données, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé 2 pompages. Mais alors, on n'a pas réalisé des pompages classiques, on a réalisé des pompages à débit oscillatoire. C'est-à-dire que notre pompage, au lieu d'avoir un débit constant pendant tout le test de pompage, il va avoir un débit qui va varier selon une sinusoïdale entre un débit minimum et un débit maximum. Et donc, on mesurait les réponses, là aussi oscillatoires, dans tous les forages de la parcelle. On a réalisé donc ces pompages oscillatoires donc, dans 2 forages différents et à chaque fois pour 2 fréquences d'oscillation différentes, 5 minutes et 10 minutes en période. Pour le modèle physique, donc on a considéré un écoulement suivant la loi de Darcy pour un aquifère confiné qu'on a résolu en domaine fréquentiel puisqu'on analysait uniquement les oscillations. Et on a pris un modèle 2D équivalent milieu poreux vu du dessus. Donc ça, c'est les champs de diffusivité qu'on a obtenus par inversion. Donc les champs de diffusivité qui pouvaient reproduire au mieux les réponses qui ont été mesurées pour les différents tests de pompage. Donc vous voyez qu'on a effectivement un contraste qui se dessine dans les champs de propriété inversés. Et ce qu'on a pu observer, donc en réalisant des inversions par période, c'est qu'en fait, en diminuant la fréquence, en fait, en augmentant la période, on augmentait le rayon d'influence de notre pompage. Donc c'est une observation qui concordait avec des travaux qui avaient déjà été réalisés sur les données oscillatoires et qui est assez intéressante ici sur ce site qui était contaminé, en fait, qui nous a permis d'investiguer le site à différentes échelles sans forcément augmenter le débit de pompage. Donc, je vais juste sur la période d'oscillation. Ensuite, un deuxième cas d'application, alors là, on est sur une caractérisation passive, c'est-à-dire qu'on n'a pas réalisé de pompage. Donc, c'est aussi une application qui a été présentée dans un article paru l'année dernière dans Hydrogeology Journal et qui est le fruit d'un travail d'un consortium qui a été mis en place entre EDF Recherche et Développement et le laboratoire M2C. Donc là, on est sur une caractérisation d'un site industriel en activité qui est donc fortement anthropisé. Alors, on est sur une plus grande échelle, on est à 1300 mètres par 500 mètres.
et avec la particularité d'avoir donc juste à proximité du site un canal qui est soumis à la marée. Au niveau de la géologie du site, donc on a un site là aussi plutôt sableux avec quelques passes limoneuses sur 30 mètres d'épaisseur, une nappe captive, donc la présence de structures enterrées, donc c'est des barrières hydrauliques qui sont enterrées, qui apparaissent sur le plan ici, donc en vert ou rouge, et aussi des bâtiments qui existent proches du canal qui apparaissent en bleu. Et donc la particularité de ce site, c'est que donc il y a 37 forages et dans lesquels on peut observer l'influence de la marée, qui a pour source le canal qui passe et qui apparaît ici en bleu cyan ou bleu clair. Donc là, vous avez l'ensemble des forages, ça n'apparaissait pas sur la figure avant, mais vous les voyez là. Donc il y a pas mal de forages qui sont à proximité de ce canal et dans lesquels on observait justement l'influence de la marée. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a caractérisé donc ce site d'étude en termes de transmissibilité et d'emmagasinement. Alors, on a à nouveau utilisé une méthode d'inversion classique, la méthode de Cozy-Newton. Alors, cette fois-ci, par contre, on a mis des contraintes géostatistiques. Alors, ces contraintes, elles servaient justement à faire en sorte que le résultat qui nous soit fourni par l'inversion soit plutôt lissé. Donc, avec un peu moins de contraste qu'auparavant, puisqu'on est à plus grande échelle, on n'avait pas forcément de géologie qui nous pourrait induire particulièrement un contraste fort des propriétés hydrauliques. Du coup, on a cherché plutôt à lisser les distributions de propriétés hydrauliques du sol. Donc, comme données, comme je vous ai dit, on était sur un site industriel en activité. Du coup, réaliser des tests de pompage était assez compliqué. Du coup, ce qu'on a eu l'idée de faire, c'est d'utiliser comme source de signal non plus un pompage, mais la marée directement au niveau du canal. Donc là, on a la période de la marée qui est connue, qui est de 12,4 heures. Et donc, on a utilisé les réponses à ce signal de marée qui a été mesuré dans les 37 piézomètres du site. Donc, pour le modèle physique, on a pris un modèle toujours vu du dessus en 2D équivalent milieu poreux. Et on a intégré aussi une partie 1D pour simuler l'impact des structures, donc des barrières enterrées, qui sont plutôt imperméables, donc qui vont fortement influencer les écoulements dans le sol. Donc, on a considéré là aussi un écoulement qui suit la loi de Darcy en lecture confinée, qu'on a résolu en domaine fréquentiel. Donc, voilà les résultats qu'on a obtenus après inversion. Donc, pour la transmissibilité au-dessus et l'emmagasinement en dessous, on a une partie de l'aquifère qui peut être caractérisée passivement, mais surtout en fait la partie qui est la plus proche du canal. C'est-à-dire que quand on s'éloigne un peu trop du canal, le signal de la marée s'atténue et on ne peut plus caractériser les propriétés hydrauliques du sol. Pour ça, il faudrait forcément avoir recours à d'autres sollicitations du type pompage plus dans les terres. Mais on a quand même pu caractériser donc, les écoulements qui ont lieu proche de ce canal et on a pu voir qu'on a des caractérisations assez cohérentes entre les transmissibilités et les emmagasinements, c'est-à-dire qu'on a dans chacun des champs de propriété qui ont été inversés, les mêmes zones correspondent donc à des zones de plus forte diffusivité ou de plus faible diffusivité. On a aussi vu un fort impact donc des bâtiments qui étaient présents le long du canal, forcément aussi par les structures qui sont mises en place sous les bâtiments. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que forcément, comme on a des réponses à la marée qui sont mesurées dans les piézomètres du site, c'est que forcément, cette barrière qui existait tout le long du canal n'était pas totalement imperméable, parce qu'une partie du signal pouvait traverser et influencer la piézométrie sous le site d'étude. Et on a pu mettre en place des chemins en fait, préférentiels de propagation du signal entre la nappe et le canal et qui sont montrés ici par les flèches rouges et qui sont surtout dus à des effets d'emmagasinement au niveau de la barrière. Ensuite, troisième cas d'application, donc là on va changer de géologie, on va être plutôt sur un environnement, enfin sur un milieu profond, donc entre 30-40 mètres de profondeur et sur un milieu karstique. Donc là, on est un site d'étude qui est utilisé par le réseau du SECARST et l'Observatoire Médicis, qui se situe près de Montpellier, donc ça s'appelle le site du Terrieux, qui est situé sur l'aquifère du Lez. On est aussi sur un site à l'échelle décamétrique, donc on a 60 mètres par 40 mètres, sur lesquels on va avoir 22 forages. Donc ces forages atteignent donc le plan karstifié qui se situe entre 35 et 45 mètres sous la surface du site d'étude, et dans lequel on a des conduits karstiques observés qui ont des diamètres entre 20 et 50 cm d'ouverture. Et ces conduits karstiques se sont développés donc, sur une interface entre les calcaires du Jurassique et du Crétacé.
Donc, pour la tomographie hydraulique qu'on a mis en place, on a cherché à caractériser d'abord les transmissivités du site. Et pour ça, par contre, on a utilisé donc, des méthodes d'inversion que j'ai développées spécialement pour les milieux karstiques, qui s'appellent les méthodes CADI et DNDI. Donc, vous allez voir après dans les résultats. Donc, la méthode CADI, en gros, c'est plutôt pour représenter des champs de propriété en milieu équivalent poreux, qui est plus adapté pour représenter des écoulements de conduits. La méthode DNDI, c'est plutôt une méthode de représentation d'écoulements sur des structures discrètes qui va plutôt représenter les écoulements dans les fractures. Donc d'abord, on a réalisé une investigation, enfin de cette tomographie sur une investigation avec 8 forages de pompage différents, donc sur l'ensemble de nos forages, avec les mesures de réponse de rabattement dans l'ensemble des forages du site. Donc on a d'abord réalisé des pompages classiques, c'est-à-dire à débit constant, avec des réponses de rabattement qui atteignaient le régime permanent. Donc pour le modèle physique, on a pris un modèle 2D équivalent milieu poreux qui représentait donc le plan karstifié, puisque l'ensemble de notre réseau de conduits était localisé sur le plan d'interface entre les deux unités calcaires. Et on a représenté les écoulements avec la loi de Darcy en lacuaire confiné en régime quasi statique. Ici, il y a deux méthodes différentes. Donc, vous avez à gauche les résultats obtenus avec la méthode d'inversion CADI, donc qui est paru dans un article de WRR, et à droite avec la méthode DNDI qui est paru dans un article de Advanced Innovator Resources. Donc, vous voyez qu'on a donc, sur la méthode CADI un équivalent milieu poreux, mais qui quand même contraste bien les propriétés de transmissibilité entre des propriétés de transmissibilité les plus élevées, donc qui correspondent à celles des conduits qui apparaissent en bleu, et les plus faibles qui sont plutôt matricielles ou équivalents à la matrice fracture qui apparaissent plutôt dans les couleurs jaune-orangé. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'avec cette méthode-là, on arrivait à reproduire les chemins d'écoulement proférentiel connus et aussi quelques observations qui avaient été réalisées en forage sur la présence ou non de conduits karstiques et leur orientation. Avec l'autre méthode, la méthode DNDI, on a eu des meilleurs résultats de reproduction des données, donc sûrement avec des écoulements dans des réseaux discrets qui sont plus réalistes vis-à-vis de l'hydrogéologie en milieu karstique. Et on avait aussi une bonne reproduction des directions de fracturation qui sont observées dans le milieu. Donc les directions observées, vous l'avez sur la figure en bas, et les directions de fracturation reproduites dans le modèle apparaissent en haut. Et ensuite, on a donc sur le même site réalisé une autre investigation, cette fois-ci avec des pompages à débit oscillatoire, un peu comme ce qu'on avait réalisé sur le premier site contaminé près de Rouen. Donc là, on a caractérisé les transmissibilités en emmagasinement par la méthode CADI. Et donc, on a réalisé 4 pompages dans 4 forages différents, avec à chaque fois, là aussi, 2 fréquences d'oscillation. Et mesurer les réponses oscillatoires dans 13 autres piézomètres. Donc sinon, on a la même idée au niveau du modèle physique, sauf que cette fois-ci, on a résolu l'écoulement en domaine fréquentiel. Donc là, on a les résultats qui sont parus dans 2 articles, puisqu'en fait, on avait réalisé d'abord une étude synthétique pour savoir comment on allait mettre en place ça pour un milieu karstique, et donc l'application qui est sortie dans un article plus tard dans Advanced Innovator Resources. Globalement, ce qu'on a observé, c'est que donc on avait là aussi avec la méthode CADI des bonnes reproductions des chemins d'écoulement, et on a pu observer qu'il y avait un rôle de la fréquence là aussi d'oscillation, à savoir que pour les fréquences les plus élevées, on mettait en évidence plutôt les écoulements dans les conduits karstiques, et pour les fréquences les plus basses, on mettait en évidence alors aussi les écoulements dans les conduits karstiques, mais aussi on mettait en évidence quelques fractures et fissures à proximité de ces conduits dans lesquels des écoulements commençaient à se mettre en place. Donc là aussi, c'est dû à un effet en fait du rôle de la période sur le rayon d'influence, mais là plus vraiment vu qu'on n'est plus sur un milieu poreux, le rayon d'influence va se propager radialement autour des conduits karstiques. Alors, pour chacun des cas d'application que j'ai présentés, je vous ai présenté des petites conclusions au niveau des activités de recherche qu'on menait. Alors, pour la synthèse globale des 3 applications, donc le point commun, ça va être la caractérisation par inversion. Alors, ça a différents avantages notables, ce type de caractérisation. C'est que d'abord, ça permet une caractérisation spatialisée du milieu et des écoulements. Vous voyez qu'à chaque fois que je vous ai présenté des résultats, c'était
des résultats qui représentaient un plan, donc la distribution des propriétés sur un plan et donc les écoulements sur ce même plan. Un autre avantage, c'est qu'on va, par cette méthode, allier des données mesurées sur le terrain avec des physiques d'écoulement. Donc, en fait, le modèle physique qu'on va mettre en place va permettre de reproduire les écoulements qui vont avoir lieu dans les parties du modèle dans lesquelles on ne va pas forcément avoir de données ponctuelles. Alors, forcément, du coup, ça nécessite aussi de savoir quelles physiques d'écoulement vont intervenir dans quel milieu. Alors, le troisième avantage, c'est que cette méthode de tomographie hydraulique, elle est adaptable à différentes échelles. Des échelles décamétriques, j'ai une échelle kilométrique. Et en gros, on va pouvoir l'adapter à différents milieux, quelles que soient les échelles, quels que soient les écoulements, mais en adaptant à chaque fois le type de données qu'on va intégrer, leur quantité, et aussi la physique, donc le modèle, et les types d'écoulements qui vont intervenir à plus ou moins grandes échelles. Alors forcément, du coup, il y a des limites. Alors comme je l'ai dit, on va intégrer de la physique dans cette méthode pour pallier justement le manque de données mesurées. Et du coup, ça requiert d'avoir déjà une assez bonne connaissance a priori du milieu qu'on va chercher à investiguer. Donc savoir quel type de coulements vont intervenir et un peu la distribution des propriétés dans le milieu. Quel type de distribution on va avoir? Est-ce que ça va être plutôt homogène, plutôt lissé, plutôt plutôt contrasté? Et l'autre limite, c'est que pour réaliser une bonne tomographie hydraulique, il faut avoir recours à plusieurs forages. Alors à grande échelle, on a souvent accès à différents forages, mais à petite échelle, c'est pas forcément le cas. Donc, à petite échelle, il faut vraiment que ce soit un site sur lequel on va pouvoir avoir au moins 4-5 forages. Les projets sur lesquels je travaille actuellement et sur lesquels je prévois de travailler, donc toujours sur la même idée de caractérisation des milieux, ça va être du coup dans l'idée de mieux représenter les écoulements de la zone critique, ça va être d'avoir des caractérisations intégratives multiphysiques. Jusqu'à maintenant, j'ai travaillé principalement sur les écoulements suivant la loi de Darcy. Maintenant, dans les sols et l'interface entre la surface et le sol, il y a deux types d'écoulements qui vont intervenir. Donc, il faut que j'intègre à mes caractérisations et mes modèles. Et l'idée, à la fin, c'est d'avoir des caractérisations intégratives, donc qui vont justement pouvoir associer l'ensemble des physiques et des données qui vont caractériser les différents types d'écoulements et leur interaction. Par exemple, là, sur Montpellier, mon but, ça va être d'avoir une caractérisation à grande échelle de l'équifère du Lez. J'ai réalisé une caractérisation à petite échelle du site de Terrieux, donc qui se situe sur cet aquifère. Maintenant, avec d'autres types de données et d'autres types d'écoulements, je vais essayer d'avoir une caractérisation à plus grande échelle. Alors pour ça, je prévois aussi d'intégrer les nouvelles physiques d'écoulement dans ces méthodes de caractérisation, à savoir donc, les écoulements non saturés qui ont lieu à l'interface entre la zone non saturée et la zone saturée, donc dans le but de caractériser aussi les propriétés de la zone non saturée. Donc ça, c'est un projet que j'ai mené depuis l'année dernière et que je viens de terminer, donc avec un article qu'on va bientôt soumettre. Et ensuite, je prévois aussi d'intégrer des physiques d'écoulement en charge pour mieux représenter les écoulements dans les plus gros conduits karstiques et notamment ceux qui existent à la source karstique du Lez. Et aussi d'intégrer à terme des écoulements à surface libre et notamment l'interface entre ruissellement de surface et recharge des nappes qui sont très localisées dans les karstes. Donc au niveau des avennes, de voir l'influence des avennes sur les ruissellements et les infiltrations. Donc ma présentation se termine ici. Donc je pense que ça nous laisse un peu de temps si vous voulez revenir sur des concepts ou sur les résultats que je vous ai présentés. J'avais une demande de précision, Pierre. En ce qui concerne les éléments géométriques, j'ai pas bien saisi à quel moment tu les imposais et à quels autres moments tu laissais l'entière liberté au modèle de les mettre en place. Il m'a semblé que pour les barrières étanches, tu les avais, semble-t-il, en partie imposées, mais peut-être pas totalement, puisque tu as pu détecter des fuites. Par élément géométrique, qu'est-ce que tu veux dire exactement? En l'occurrence, les parois étanches sur le deuxième cas d'étude, voilà, celui-ci, et puis éventuellement les conduits karstiques sur le dernier cas. Alors pour le cas du site industriel, en fait, du coup, j'avais séparé la barrière imperméable tout le long du canal en différents segments. Donc, vous voyez plutôt sur la figure des modes d'emmagasinement,
voyez qu'il y a des variations de propriétés d'emmagasinement un peu tout le long de la barrière. En fait, cette barrière est segmentée en petits segments. Et donc, dans l'inversion, je laissais le processus d'inversion optimiser les valeurs d'emmagasinement de chacun de ces petits segments. En fait, c'est pour ça qu'on a vu que dans le résultat de l'inversion, pour que le signal de la marée puisse se transmettre au niveau de la nappe sous le site industriel, l'inversion a fait diminuer les valeurs d'emmagasinement de 2 segments de la barrière. Enfin, principalement, un troisième aussi dans chacune des zones, mais principalement 2 segments assez localisés. D'accord, oui, donc c'était totalement libre. Alors, c'était libre, oui. Il n'y avait pas de... Alors, juste sur la barrière le long du canal. Pour les autres, on a laissé l'inversion aussi optimiser les valeurs de transmissivité et emmagasinement, mais par contre, ici, il n'y avait pas de segmentation. On considérait le reste des barrières qui n'étaient pas situées le long du canal comme un seul bloc qui était optimisé avec une même valeur. Oui, merci pour cette présentation très intéressante. Est-ce que tu pourrais, Pierre, nous préciser les avantages du pompage oscillatoire par rapport à un pompage classique? Alors, oui, c'est vrai que du coup, j'ai pas vraiment expliqué Enfin, du coup, c'était une thématique de recherche, les signaux oscillatoires. Je suis pas vraiment revenu dessus. Et c'était des signaux qu'on a utilisés dans chacune des applications. Alors, il y a différents avantages des signaux oscillatoires. Le premier, ça va être justement cette résolution en domaine fréquentiel dont j'ai parlé. En fait, le domaine fréquentiel, ça permet d'avoir des simulations, une résolution des modèles qui est aussi rapide que si on le faisait en régime quasi-statique, mais en optimisant aussi les données de propriété temporelle, c'est-à-dire l'emmagasinement. Si vous faites un modèle en régime quasi-statique, vous allez classiquement, vous allez pouvoir optimiser ou caractériser les propriétés de conductivité, mais pas l'emmagasinement. Dans le domaine fréquentiel, vous pouvez caractériser les deux. Un autre avantage des données oscillatoires, alors c'est si on arrive à avoir une oscillation type sinusoïdale, c'est qu'en fait on peut facilement les extraire dans les données de terrain. Donc là, pareil, j'ai donné en fait, je vais présenter directement les données extraites. Mais en réalité, quand vous allez mesurer des réponses sur le terrain, vous allez avoir la réponse oscillatoire, mais vous allez aussi avoir un effet de remontée ou d'abaissement de nappe. Donc, ça va avoir une pente qui ne sera pas forcément, comme j'ai montré ici, le long d'une valeur zéro. Et vous allez aussi avoir du bruit, pas mal de bruit environnement. Et en fait, ces signaux oscillatoires, on peut facilement les extraire, donc des effets de nappe à long terme et du bruit par des traitements du signal, type transformé de Fourier. Donc ça, c'est un autre avantage par rapport à une courbe de rabattement qui est un peu plus compliquée à extraire des bruits environnants. Et un des troisièmes avantages, ça va être que des signaux oscillatoires, donc typiquement ce qu'on a fait sur le site, sur cette application-là, les signaux oscillatoires, il y en a des naturels. Donc, on n'est pas forcément obligé de les générer. On peut utiliser des signaux naturels type marée. Alors, les marées liées à l'activité, soit la proximité avec la mer, soit il y a aussi les marées terrestres. Donc, juste par l'alternance des températures entre le jour et la nuit, on peut avoir des fluctuations de nappe. Et donc, ça permet en fait des caractérisations passives, sans avoir forcément réalisé de pompage. Et le choix des fréquences, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ou bien plutôt 12 heures quand tu regardes les oscillations naturelles, pourquoi tu t'es limité à 2-5 minutes, par exemple? Alors en fait, les choix des fréquences va dépendre de l'échelle d'investigation qu'on va viser. Si on vise une grande échelle, on va pouvoir prendre des périodes plus longues, plus petite échelle, des périodes plus courtes. Et en fait, il y a un article de l'équipe de Michael Cardiff aux États-Unis qui justement permet d'estimer, selon le type de sol et le rayon d'influence qu'on recherche, d'avoir une estimation des ordres de grandeur des périodes qu'il va falloir utiliser. Oui, bonjour. Je posais la question de savoir quelle était l'amplitude de la perturbation qu'il fallait pouvoir observer sur les différents piézomètres pour qu'on puisse après avoir un signal exploitable. La perturbation minimum à avoir. Alors, de la source du signal ou Non, de ce qu'on observe sur les points d'observation. Et donc, finalement, ça conditionne aussi la distance jusqu'à laquelle on arrive à investiguer les choses. Alors, ça dépend uniquement du type de sonde, de la précision de la sonde. On peut très bien utiliser, alors c'était le cas
sur le site de Petroplus, donc là, on avait des oscillations de l'ordre du centimètre, voire moins. Je crois qu'ici, c'est des données en centimètres. Donc, on avait des sondes très précises, qui étaient de l'ordre du millimètre. Donc, on pouvait mesurer des oscillations. Par exemple, ici, sur le point tout à gauche, on avait des oscillations de 2 millimètres qui étaient interprétables. Donc, c'est lié à l'instrumentation. Et par rapport à ce que tu expliquais auparavant, finalement, on arrive à filtrer ça du bruit éventuel de toute façon, quoi, à partir du moment où l'instrumentation permet de mesurer les perturbations, quoi. C'est ça. En fait, alors ici, sur ce cas-là, on avait du bruit environnemental et on avait en plus l'effet de la marée de la Seine. On avait l'oscillation de notre pompage et on avait l'oscillation de la Seine qui venait en plus se superposer aux signaux. Mais en fait, comme on connaissait notre période d'oscillation de notre pompage, donc ici 5 minutes ou 10 minutes, on a réalisé des transformés de Fourier sur nos réponses mesurées en lui demandant de chercher spécifiquement les signaux associés à 5 minutes ou 10 minutes. Et en fait, du coup, ça nous donnait directement les amplitudes et les phasages des signaux spécifiquement répondant à notre période de pompage. J'ai une autre question très, très pratique. Comment on génère des signaux oscillatoires de bonne qualité avec les équipements de pompage classiques? On a travaillé avec un électronicien qui a conçu un boîtier en fait, qui était principalement basé sur un variateur électrique. Et en fait, c'était le variateur électrique qui nous permettait d'envoyer un courant électrique variant à une pompe. Et en fait, ce courant électrique oscillatoire allait faire tourner les hélices de la pompe plus ou moins vite. C'est ça l'idée. Et en fait, on a remarqué après sur le terrain que effectivement, cet appareil-là, d'utiliser un variateur électrique relié à une pompe, permet d'avoir des belles oscillations de pompage. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Non, je me demandais effectivement si la durée du pompage ou la durée d'analyse du signal avait une influence sur les résultats de l'inversion. Dans les graphes qui sont présentés ici, par exemple, la durée, là, c'est en quelle unité? Pour les signaux oscillatoires, en gros, il y a des travaux justement qui sont intéressés à la durée nécessaire de propagation du signal pour avoir quelque chose qui soit interprétable. Et en fait, globalement, les résultats de ce travaux montrent que à partir de 5 périodes d'oscillation, on a un signal qui est exploitable. Donc en gros, il faudrait générer au moins 5 cycles d'oscillation pour avoir quelque chose qu'on peut interpréter. Et en fait, les premiers cycles, notamment sur le site Karstic, sur l'application Karstic, les 2 premiers cycles, on a dû les extraire parce qu'il y a quand même des phénomènes sur le début de pompage, des phénomènes qui provoquent une réponse qui est non oscillatoire. Et donc, je crois qu'on a généré 10 cycles. Donc, ça nous laissait quand même 8 cycles, en enlevant les 2 premiers cycles, 8 cycles exploitables. Et en fait, après, on peut pomper autant qu'on veut, mais les cycles oscillatoires vont rester plus ou moins les mêmes. Alors, selon la période qu'on va choisir, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des pompages extrêmement longs. On est quand même obligé d'attendre, au moins d'avoir une réponse au piézomètre, je suppose. Alors, les réponses au piézomètre, elles arrivent assez rapidement, même sur le site, même sur les sites à grande échelle. Alors, surtout en milieu captif. En app libre, ça serait beaucoup plus lent. Alors, en app libre, oui, le signal met un peu plus de temps à se propager. Ici, j'étais sur des milieux tous confinés. Donc là, la réponse de pression se propage très rapidement. Sur le site industriel, donc à plus grande échelle, 1 ou 2 forages qui répondaient à un cycle de retard. Donc en gros, il a quand même fallu 12 heures à la marée pour se propager jusqu'à ces forages-là. Alors ça, on l'a repéré parce qu'en fait, quand on analyse les réponses oscillatoires, on analyse la durée d'arrivée du signal, donc qui est représentée par le déphasage du signal de réponse, et l'atténuation d'amplitude. Et en fait, on a repéré que les forages avaient répondu avec un cycle de retard parce que justement, en fait, leur amplitude était très faible par rapport à d'autres forages qui avaient le même déphasage mais avec des réponses d'amplitude beaucoup plus élevées. Donc après, tout dépend en fait, c'est comme pour le rayon d'influence du forage, la durée du pompage nécessaire va dépendre de la période qu'on utilise. Mais généralement, si on fait, je pense, 5 cycles d'oscillation, on a quand même, va avoir tous les forages qui devraient répondre. Je ne pense pas qu'il y ait de forages qui répondent avec plus de 5 cycles de retard. La réponse est apportée, donc on est sur du pompage à vitesse variable, mais ça m'amène à 2 commentaires. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas un lien forcément direct entre la vitesse de rotation de la pompe et le débit, puisque ça dépend du niveau dynamique
dans la nappe, enfin dans le forage pour être précis. Donc si le niveau en fait à vitesse équivalente varie, automatiquement le débit va varier. Donc ça a un impact indirect aussi sur le débit. Et puis également de l'aval, parce que le forage, s'il crache à l'air libre, c'est une chose, mais s'il est raccordé à un réseau en charge, ça dépend de ce réseau. On peut avoir notamment des phénomènes transitoires qui puissent avoir des effets, surtout sur des pas de temps de variabilité courts, qui puissent impacter en fait l'évolution du débit dans la durée, et donc c'est pas aussi simple que ce qui est présenté là en fait. Alors oui, c'est vrai. Quand on avait notre appareil donc de génération de variation électrique relié à notre pompe, c'est en gros la problématique qui nous est faite quand on voulait réaliser nos applications ensuite, c'est de savoir si cette intensité électrique de variation au niveau de la pompe allait pouvoir se traduire par une oscillation du débit. Et c'est pour ça que à chaque fois qu'on a réalisé, pour chacune des applications où on a réalisé ce pompage à débit oscillatoire, on a mesuré les réponses de pression et on a mesuré aussi le débit de la pompe. Donc on avait à chaque fois notre pompe reliée à un débitmètre, on avait les mesures de débit et on a à chaque fois vérifié que tout le long de nos tests, le débit sortant de la pompe avait toujours la forme sinusoïdale avec toujours une amplitude constante et le même déphasage. Donc là, effectivement, il faut, dans les cas d'application, le mieux c'est d'avoir un débitmètre lié à la pompe pour vérifier que les conditions de pompage sont toujours identiques. Oui, et puis je pourrais peut-être rajouter un élément et de veiller aussi en fonction des caractéristiques, de la courbe caractéristique de la pompe, de se placer dans des conditions où le débit ne se dégrade pas en fonction de l'évolution de la hauteur manométrique. On a quand même des pompes où on peut rester sur des parties plates de la courbe. Oui, alors de toute façon, dans les applications que j'ai présentées là, on a à chaque fois, c'était des sites d'études avec quand même des nappes avec des hauteurs d'eau assez importantes. Donc, on générait en fait des rabattements qui étaient faibles par rapport à la hauteur d'eau totale dans les nappes. Merci Pierre pour la présentation, c'est intéressant, très intéressant même. Et la question que je voulais poser en premier, c'est par rapport au nombre de paramètres des modèles. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème de surparamétrisation des modèles? Il y a un problème de corrélation entre les paramètres? Alors oui, et c'est d'ailleurs une des problématiques les plus importantes dans les concepts, dans les processus d'inversion. Ouais. C'est qu'en fait, de base, le processus d'inversion est mal posé. Dans tous les cas, on a une surparamétrisation des modèles dans les inversions. Alors ça, c'est classique. C'est toujours fait comme ça. On a toujours plus de propriétés à optimiser que de données mesurées. Et c'est pour ça que, en fait, on va avoir recours à la fois à des physiques d'écoulement qui vont permettre de pallier en partie le manque de données. Alors du coup, il faut avoir des physiques d'écoulement qui sont réalistes dans notre milieu, et aussi à des contraintes. Alors, on va avoir des contraintes en fait sur les champs de propriétés qui vont être inversés. Alors ça va être des contraintes de valeur, mais aussi des contraintes sur leur variation. Effectivement, si on met aucune contrainte sur le champ de propriété, vu que c'est un processus uniquement mathématique d'inversion, en fait, il va juste inverser quelques valeurs du champ qui vont avoir une forte influence sur les réponses, et ça va générer des contrastes énormes. Et du coup, le fait de rajouter des contraintes pour aussi avoir quelque chose qui soit réaliste vis-à-vis de notre milieu, c'est aussi une des façons qui a été mise en place, très souvent mise en place par tous les chercheurs ou tous les ingénieurs qui travaillent dans ces problématiques-là, pour parler le fait que justement, dans les inversions, on a un problème qui est fortement sous-déterminé. Non, mais le problème, alors on en arrive au problème de fiabilité des résultats, parce que normalement, l'avantage justement d'une optimisation de paramètres automatiques, c'est de donner un résultat objectif. Quand on apporte des contraintes comme ça, on sort un petit peu on donne un résultat subjectif, puisqu'on part de l'idée que les contraintes sont vraies. Et le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on estime encore la fiabilité des paramètres. Alors, oui, c'est justement la limite que je mettais ici. En fait, on a forcément un résultat qui est subjectif, puisque pour réaliser les tomographies hydrauliques ou les caractérisations par inversion, il faut une bonne connaissance a priori du milieu. Et cette connaissance qu'on va intégrer dans le processus d'inversion va forcément influencer le résultat. Donc on va influencer, donc le résultat, lui, c'est sûr, va être subjectif et pas totalement objectif. Le processus d'inversion, il va donner un résultat,
Et alors, je ne l'ai pas présenté dans les résultats dans cette présentation, mais à chaque fois, pour chaque résultat, il va aussi fournir un champ d'incertitude. Pour chacun des résultats que j'ai présentés ici, on a un champ un champ identique qui va présenter en fait les zones du modèle qui sont le plus contraintes par les données et les zones qui sont le moins. Et du coup, ça nous donne des incertitudes sur les champs de propriété qui sont inversés. Et alors forcément, il y a des zones du modèle qui vont être très incertaines, notamment celles où on a peu de données. Et c'est pour ça qu'à la fin d'une réalisation d'une application de tomographie hydraulique, mais quel que soit le résultat de n'importe quel modèle qu'on va avoir, il faut garder un œil critique sur le résultat. Il ne va forcément pas représenter objectivement la réalité, il va représenter les écoulements qu'on a pu générer, donc liés aux différentes sollicitations du milieu, et aux endroits où on a pu le mieux les mesurer. Oui, bonjour à tous. Merci pour la présentation. C'est vrai qu'on sait que les nappes captives sont fortement, la piézométrie est fortement influencée par la marée terrestre. Alors, dans le cas numéro 2, voilà, c'était comment peut-on différencier l'influence du canal, qui apparemment est influencé par la marée, et de l'influence de la marée terrestre sur la nappe captive, voilà. Sur ce cas-là, en fait, on avait justement la question se posait, est-ce que l'ensemble des oscillations mesurées dans ce forage-là étaient uniquement liées à l'influence du canal? Déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait des chroniques de mesures très longues sur plusieurs années. Donc, au final, on a sélectionné juste une période dans laquelle on n'a pas eu de pluie. En fait, on a vérifié sur la chronique très longue que les réponses du site étaient toujours à peu près reliées aux variations de la nappe. Alors après, vous savez que les marées, elles vont avoir des amplitudes plus ou moins grandes. Il y a les fortes marées et les plus basses marées. Et du coup, on a vérifié que ces réponses-là étaient corrélées au degré de la marée, enfin du signal de marée. Et ensuite, on a pu observer aussi que l'atténuation du signal oscillatoire se faisait en s'éloignant du canal. Donc, en fait, vous voyez ici, alors c'est en vert, c'est les réponses d'amplitude qu'on a mesurées. Et en fait, cette amplitude, elle va s'atténuer au fur et à mesure qu'on va s'éloigner du canal jusqu'à atteindre, donc là où on a des points rouges, des forages dans lesquels on ne mesure plus l'influence de la marée. Donc en fait, cette information-là nous a aussi permis de nous dire que voilà, ce qu'on mesurait dans ces forages-là, c'était vraiment la réponse oscillatoire au signal de marée qui se propage depuis ce canal. Oui, bonjour. La présentation était très intéressante. En effet, s'il y avait eu une petite présentation au préalable des applications des pompages oscillatoires, ça aurait renseigné un peu les personnes qui ne sont pas au fait de ces développements-là, assez récents. Est-ce que vous avez comparé vos données avec des tomographies géophysiques 3D qui permettraient d'avoir également une imagerie de la zone investiguée? Alors, on l'a fait sur le premier cas du site contaminé près de Rouen. Alors, le deuxième cas, on n'a pas pu le faire puisque c'était un site industriel. Là aussi, on n'avait pas de possibilité de prendre des mesures directement sur place. Et le troisième cas, donc le cas karstiques, on a essayé de le faire, mais on n'a pas pu parce qu'en fait, les écoulements étaient trop profonds pour pouvoir les investiguer pleinement avec des données géophysiques de surface. Par contre, sur le premier cas, on l'a fait à partir de données de résistivité électrique, en fait. Alors, c'est dans un autre article qui est paru aussi l'année dernière, réalisé aussi une tomographie hydraulique couplée avec les données géophysiques. Et en fait, on a comparé les résultats et on a vu qu'on arrivait aux mêmes zones de plus forte diffusivité. Il y aurait un très beau terrain de jeu avec le stockage de gaz de Lusanier, Isote Lusanier, là, avec leur phase d'injection et pompage, qui fait un joli cycle de pression-dépression dans la nappe des sables inframolassiques, et avec tout un tas d'ouvrages qui sont suivis en termes de piézométrie, quoi. Alors oui, alors du coup, je connais pas ce site-là, mais ouais, à partir du moment en fait où on peut avoir des réponses oscillatoires, et comme vous l'avez dit au début de la question, c'est une problématique. Je n'ai pas insisté dessus parce que j'avais un temps limité pour la présentation, mais c'est des techniques qui se développent là, durant la dernière décennie, et c'est effectivement de plus en plus quelque chose pour lesquels on nous a sollicité d'avoir ces types de caractérisation à partir des signaux oscillateurs. Surtout que là-bas, ils ont une très belle imagerie 3D du réservoir. Donc, je ne sais pas si ça permettrait d'avoir un petit terrain, avoir à la fois de la donnée pour valider et puis vraiment quelque chose sur une grande échelle. Vous qui allez travailler sur la nappe du Lez, là, c'est vrai que là-bas, ce serait aussi une extension régionale, quoi.
je ne me trompe pas, les oscillations, elles sont annuelles en fait. Hein. Il y a une période Ouais, de quelques ça, mois. ouais. Voilà, c'est ça. C'est Hein. ça, ouais. C'est une double oscillation, ouais. Voilà. Ouais, oui, et puis comme je l'ai dit, pour investiguer à grande échelle, il faut des données à long terme avec des très longues périodes. Donc sur l'aquifère du Lez, on va utiliser des données de périodes journalières, mais effectivement, c'est assez compliqué d'avoir accès à des données de périodes aussi longues.